Des idées à déplier. Des idées à déplier, la liberté à déployer. Nous déployons ici plusieurs conversations, à 2, 3 ou 4 voix, pour échanger sur notre monde en mutation. Au travers de chaque échange, donner envie de se questionner, relancer les débats, chercher, ouvrir de nouveaux horizons, raviver l'esprit critique au-delà des pensées mâchées. Car c'est en femme ou en homme libre que nous pouvons manifester les choix qui vont conditionner nos vies et avoir un impact autour de nous sur toutes les catégories du vivant. Bonjour Virginie, Bonjour. comment allez-vous? Écoutez, ça va, Ça ça va. va, ouais. Je vous remercie de répondre à cet appel pour ce podcast qui, me semble tout à fait fructueux et singulier puisque nous allons aborder, en même temps, le principe, des idées à déplier et aussi de la résilience dans un moment, tout à fait, singulier de notre humanité, de notre histoire. Je vais vous proposer dans un premier temps de dire quelques mots de vous et puis ensuite on débutera sur, la question de comment penser ce moment singulier où notre, individualité, notre vie personnelle et la vie extérieure se rencontrent pour tisser quelque chose peut-être de nouveau. Alors qui êtes-vous? Donc moi je suis, chercheuse, heu, fondamentalement parce que je suis portée par, mon appétit pour comprendre, pour apprendre, et pour transmettre, pour transformer aussi. Donc c'est comme ça que je définirais ma vision de chercheuse. Comprendre ce qui nous arrive, le monde qui nous entoure, comment il fonctionne, et ensuite à partir de là, faire les liens, entre les événements, entre, les tendances, entre les hommes aussi et restituer, enfin décrire cette espèce de pelote de laine, dans laquelle nous fonctionnons, nous circulons et le transmettre pour aider chacun à se positionner, à donner du sens à son action, à une direction aussi. Donc voilà, ça c'est fondamentalement ce que j'aime faire, ce que je sais faire, je crois. Après, j'exerce cette façon de travailler, cette vision systémique, un peu holistique, cette analyse holistique de notre environnement, dans différents cadres. Maintenant, j'ai choisi depuis quelques années d'être chercheuse indépendante. C'est-à-dire que je travaille principalement seule. Ça ne veut pas dire que je ne participe pas, heureusement, à des collaborations ponctuellement, mais je ne suis plus dans un cadre institutionnel, ou dans une équipe de façon permanente. Donc je fais ce travail, je mène ce travail pour des entreprises, pour des collectivités. Et par ailleurs, je m'intéresse de plus en plus aux entreprises, enfin ça fait quelques années déjà, heu, pour, pour les accompagner, alors de différentes façons. Mais par exemple, je fais partie de comités de mission, qui est une aventure tout à fait intéressante parce que potentiellement, c'est très transformateur de l'entreprise et c'est une manière de rapprocher finalement l'entreprise de la société dans laquelle elle fonctionne et d'en faire un véritable acteur, à la fois politique, social, économique. Donc ça, c'est une activité que j'exerce aujourd'hui, de même que je suis présidente du GIEC des Pays de la Loire. Donc là, pour le coup, c'est plutôt, ça consiste plutôt à coordonner et surtout à représenter une équipe de scientifiques, une équipe interdisciplinaire de scientifiques qui travaillent sur, les évolutions climatiques dans la région où je vis, puisque je vis à Nantes, dans les Pays de la Loire, qui projettent, ces évolutions sur un territoire et pour mesurer les vulnérabilités de ce territoire et pour mesurer évidemment les impacts de ces évolutions et éventuellement éclairer les orientations et les solutions qui peuvent être apportées, aux impacts du changement climatique dans les Pays de la Loire. Hem Et par ailleurs, donc je poursuis aussi mes activités de prospective, hein, qui ont donné lieu déjà à 2 ouvrages. J'espère pouvoir avancer sur un troisième prochainement. Voilà, donc à travers des consultations, des conférences, je fais, également beaucoup de conférences. Et puis il y a 3 ans, je ne sais plus exactement, j'ai cofondé une initiative qui s'appelle le Grand défi des entreprises pour la planète,
et qui était finalement une espèce de déclinaison de la Convention citoyenne pour des entreprises. C'est-à-dire que nous avons rassemblé des dirigeants, des salariés et des actionnaires pendant 6 fois 2 jours pour qu'ils formulent eux-mêmes, pour qu'ils co-construisent des solutions qui permettent d'accélérer cette transformation de l'économie pour qu'elle soit plus ajustée, mieux ajustée évidemment aux limites planétaires. Donc voilà un petit peu tout ce qui m'anime et me porte aujourd'hui. Par ailleurs, je suis la maman de 3 enfants qui ne sont pas du tout autonomes encore. Et je le précise parce que pour moi, d'abord, c'est un véritable laboratoire, hein. C'est comme ça ça fait évoluer énormément. Ça me permet de chausser d'autres lunettes que les miennes de temps en temps pour comprendre ce que sont les plus jeunes aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est qu'avoir 15 ans, qu'avoir 12 ans et de regarder son futur aujourd'hui. C'est extrêmement important. Surtout quand on fait de la prospective, je dois vous dire que pour moi, c'est important. Et puis c'est aussi un moteur, évidemment, qui m'anime, qui m'aide pour continuer à avancer et à être une actrice, enfin, pour agir en tout cas, euh, de manière, enfin oui, pour fabriquer l'avenir de mes enfants. Donc ça, c'est un moteur important aussi de mon activité. Je ne sais pas si c'est professionnel, militante, engagée, je ne sais pas trop où ça se situe, mais quelque part entre ces trois pôles-là. Merci pour cette présentation qui vous rend humaine par la densité, la pluralité des composantes. Donc, je vous remercie pour ça, d'introduire aussi bien l'intellectuel, le scientifique, l'organisationnel que le personnel. Merci pour ça. Je vais aller peut-être sur un point que vous m'avez partagé en préparation, qui est, je vous sollicitais sur l'aspect prospectif et vous m'avez dit, oui, mais peut-être que c'est pas mal de penser les doutes. Et avant d'aller là, peut-être que vous avez envie de dire comment les choses ont peut-être basculé ou bougé pour vous pour aller jusqu'à cette capacité à revisiter des convictions, des pratiques, des pensées et à vous repenser autrement aujourd'hui. Est-ce que vous voulez nous faire ce partage? Mmh. Alors c'est-à-dire le point de départ, d'abord, il est ancien. C'est-à-dire que quand j'ai 20 ans, quand j'ai 30 ans, et que je me lance dans ma vie professionnelle, qui est dès le départ une vie professionnelle et engagée. J'ai jamais véritablement distingué, je constate aujourd'hui en me retournant que je n'ai jamais distingué l'engagement de ma vie professionnelle. Mais pour que cet engagement soit le plus heu, juste possible, j'ai toujours tenté de l'objectiver par un travail de recherche, par la science, par une rigueur intellectuelle dont j'ai un grand souci, et aussi une liberté de pensée que je vais éprouver dans la contradiction le plus souvent possible. Et donc, on se lance à 20 ans, à 30 ans. Par exemple, j'ai travaillé assez longtemps avec Médecins sans frontières, et très portée vers les questions humanitaires et par les questions d'altérité aussi, extrêmement importantes. Pour moi, la différence de l'autre, c'est ma richesse, finalement. C'est celle qui me permet de grandir, d'évoluer. Mon semblable, mon similaire m'intéresse parce qu'il je sais pas, parce que c'est lui, mais ou elle, mais celui qui est différent de moi m'intéresse presque plus parce qu'il va révéler de moi des choses que j'ignore, parce qu'il va m'enrichir, et cetera. Donc j'ai toute cette vision, et puis et par ailleurs, j'ai aussi travaillé à la Commission européenne. On est dans les années 90, la chute du mur, il se passe quelque chose. J'ai l'impression, on est en train de vivre un moment de l'histoire qui nous ouvre des horizons absolument incroyables. Et je fais partie de ces gens très privilégiés finalement d'avoir vécu ce grand moment d'espoir, et ce premier basculement de l'histoire. Enfin, croyait-on. Ce fut un basculement de l'histoire, mais il ne s'est pas exactement déroulé comme on pouvait l'imaginer à ce moment-là. Mais ça soulève donc,
il y a le droit humanitaire qui se développe, la peine de mort qui recule dans le monde. Enfin, il y a cette vision humaniste qui finalement qui a porté l'éducation que m'ont donné mes parents et que j'ai voulu développer par la suite, enfin, parce que je m'y sens bien, parce que ça me correspond. Euh, je lis Edgar Morin, donc à cette époque-là, et je me retrouve dans tout ça, et tout d'un coup, le chant, il y a un espace ouvert pour ça. C'est absolument incroyable, c'est fabuleux. Et puis puis là, je pars vivre. Donc, j'ai vécu pas mal de temps en Asie. Là aussi, il y a quelque chose qui est en train de se passer, qui bouge partout. Donc, il y a une espèce d'effervescence. On peut franchir les frontières beaucoup plus facilement. Enfin, il y a vraiment, et puis on voit, malgré, il faut dire ce qui est, on voit le recul de la pauvreté dans le monde petit à petit entre 1990 et 2010, on va dire, l'accès aux soins, à l'éducation qui progresse. Enfin, voilà, le monde envoie des bonnes nouvelles. Alors, on sent bien que tout n'est pas parfait, mais le monde envoie des bonnes nouvelles. Et puis, début des années 2000, quand même, il y a quelques petits signaux, et c'est à ce moment-là, d'ailleurs, que je lis le livre de Stefan Zweig qui s'appelle Un monde d'hier, qui est une lecture que je recommande à absolument tout le monde, où rétrospectivement, l'auteur, juste avant de se suicider en 1943, raconte l'Europe à partir de la fin du 19e, et il montre comment finalement une élite intellectuelle européenne a été sourde et aveugle à tous les signaux faibles que les sociétés européennes émettaient, et qui finalement ont conduit à une première puis à une deuxième déflagration, en l'occurrence les deux premières guerres mondiales. Et là, je me dis, est-ce que nous questionnons correctement le monde? Est-ce que nous sommes assez vigilants? Est-ce que cette attente, ces idées humanistes, nous rendent pas aveugles à d'autres choses? Et c'est là où j'ai commencé à m'intéresser à la prospective et à interroger le monde un peu différemment, y compris notamment sur les questions écologiques. Et là, c'est la première désillusion. C'est-à-dire que tout d'un coup, on se rend compte que, et bien qu'il y avait le verre à moitié plein, mais aussi le verre à moitié vide. Ce que je veux dire par là, c'est que on est en train de créer un monstre, au sens quelque chose qu'on n'arrivera plus à maîtriser. Et ce monstre, c'est un agrégat de tas de choses. Hein. C'est à la fois un mode de développement économique qui ne tient absolument pas compte de la finitude des ressources. C'est une dérégulation qui ne permet plus de redistribuer finalement les dividendes de ce développement de manière équitable. C'est un individualisme matérialiste qui progresse et qui dévalorise finalement peu à peu les systèmes de solidarité et d'entraide. Et puis donc là, oui, et puis Internet, où on voit bien que l'homme a créé une machine avant de réfléchir à la machine, enfin les effets de la machine, et qui n'arrive plus à maîtriser les effets secondaires. Et là, je pense en particulier aux réseaux sociaux. Voilà. Et tout ça, je commence à travailler, à l'analyser, mais on est encore à ce moment-là, enfin j'ai encore à ce moment-là, comme beaucoup d'ailleurs, le sentiment qu'une analyse suffisamment poussée va nous permettre de contenir finalement ces effets secondaires parfois délétères de ce mode de développement mondialisé qui est en train de s'emballer. Et puis non. Et puis le constat, on est 10 ans plus tard, ou 15 ans plus tard, et ce qui est très troublant, c'est que ce qui à l'époque était, quand on faisait des scénarios de prospective, on avait des scénarios possibles, probables, et le scénario de rupture, ou ce qu'on appelle le scénario dystopique, c'est-à-dire en gros le cauchemardesque. Hein, et c'est très troublant de se trouver aujourd'hui dans le pire des scénarios, dans le scénario dystopique.
c'est-à-dire celui qu'on écrivait de façon assez théorique, finalement, au début des années 2000, en se disant, mais celui-là, c'est celui où on ne doit pas aller. Mmh. Et on y est. Et, euh, et ça, c'est très troublant. C'est-à-dire que, voilà. Et ça évidemment, et on voit aujourd'hui, il y a des tas de signaux, et tous les registres confondus, que ce soit les inégalités, le racisme, évidemment, l'environnement. euh, enfin, partout, sur le recul des droits humains, du droit des femmes, Mmh. enfin, quel que soit le registre vers lequel auquel on s'intéresse, et on voit à chaque fois une forme de régression, de déclin, on peut l'appeler comme on veut, et en tout cas un recul de l'humanisme. Ça, c'est comme force politique, comme force sociale. Et c'est très dur parce que quand on y a cru et on a œuvré, travaillé toute sa vie avec ça comme moteur et qu'on voit que ça ne fonctionne pas, en tout cas qu'on n'a pas réussi avec ceux avec qui je partageais, eh ben, c'est d'abord on porte un regard critique sur soi. Après tout, est-ce que je dois reprocher au reste du monde le fait ils aient- qu'on se soit finalement trompé? Enfin, pas qu'on ne soit qu'on est. Est-ce que je dois reprocher au reste du monde le fait que les idées dont j'étais convaincue, et en réalité je reste convaincue, qu'elles sont euh, celle qui permettrait à l'homme de s'épanouir dans un respect de l'autre et dans un respect de son environnement, de telle manière à ce que ça préserve aussi l'avenir des générations futures. Si on n'a pas réussi à mettre ça en place, est-ce que je dois reprocher seulement aux autres, ou parce que ceux qui défendaient ces idées-là n'ont pas su trouver la voie? Je ne sais pas. Et puis après, je me dis, ben non, c'est les autres qui étaient plus forts, etc. Donc voilà, il y a quand même alors c'est un peu tourné vers soi-même, mais il y a ce sentiment très dur d'avoir, par certains matins, hein, heureusement, c'est pas tout le temps, dire, mais tout ça pour ça? Un rebond pour vous laisser à nouveau la parole et continuer le fil de ce propos, mais je voulais juste un petit rebond. Si je prends la casquette psychanalytique freudienne, je dirais que c'est l'enfermement que nous avons dans la dynamique Eros-Thanatos. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on on fait pousser quelque chose du côté de la vie, nous n'avons pas encore trouvé les ressources pour éviter le balancier qui va du côté de l'énergie de destruction. Et l'histoire passe son temps à faire ça, et ça, effectivement, c'est très douloureux quand on est à des endroits où on essaie de regarder ça, où on essaie de l'anticiper et qu'on voit le balancier y aller directement. Et merci d'avoir rappelé l'ouvrage de Stefan Zweig pour ça, justement. Ça, c'est un point, une façon de lire les choses. Qui m'amène au deuxième point que vous avez mentionné aussi, qui est, je ne pense pas que ça soit la faillite de la pensée humaniste qui soit la faillite de la pensée humaniste, mais c'est peut-être d'avoir pensé sans avoir suffisamment mis de poids sur les signaux faibles. C'est-à-dire qu'à mon sens, la difficulté se pose sur l'aveuglement. Donc moi, j'ai une lecture un peu similaire à la vôtre avec d'autres références, mais je suis épatée par le fait qu'il y a des sujets qu'on ne peut même pas aborder, tant ils sont connotés d'idéologie, au lieu de les regarder de façon plus objective, donc plus scientifique, pour les aborder, même si ça vient gratter dans nos convictions idéologiques. Et à mon avis, il est là le danger. Il y a d'un côté ce que vous appelez le monstre protéiforme d'un système composé de plusieurs choses qui se nourrit lui-même et qui grossit sur la planète, parce que tout le monde veut cette réussite matérielle, quitte à y passer, enfin, surtout à tuer la biodiversité, parce que nous, finalement, c'est peut-être moins grave. Mais la question, c'est ce refus, ce déni de voir des signaux faibles quand ils viennent contrevenir à nos convictions, à ce qui nous anime. Je vous rends la parole. Alors, oui, vous avez raison, et je vais à ce moment-là partager aussi le regard historique sur cette question-là, qui est là encore très troublant. Quand on reprend les travaux de
Diamond sur l'effondrement, ou quand on reprend comment l'Empire romain, les travaux de Kyle Harper, l'historien américain, et d'autres. Hein. Ce qui est très intéressant quand on commence à s'intéresser à la chute des civilisations romaines, mayas, pasquanes, khmer, on se rend compte qu'il y a des constantes. Et l'une des constantes, c'est effectivement, y compris chez les Romains, c'est ça qui est très intéressant, c'est la surexploitation de ressources, une civilisation qui se construit toujours autour, en général, de systèmes agricoles. Hein. Et donc maîtrise de l'eau, maîtrise de son environnement et gestion de domination de l'environnement, et qui, à un moment donné, passe un seuil, enfin surexploite, ne permet plus à son environnement de se régénérer, ce qui conduit à la faillite de la civilisation, puisque c'est la base même, l'exploitation de cette ressource est la base même de la civilisation. Donc c'est quelque chose qu'on a vu à plusieurs reprises, et qui a conduit donc, et qui se termine toujours de la même façon. Et ce que nous montrent ces travaux, et notamment encore, je vous disais tout à l'heure, les travaux sur l'Empire romain et de Kyle Harper, mais aussi les travaux d'une certaine façon de Leroy Ladurie, hein, sur l'influence du climat sur les grands moments de l'histoire, c'est à quel point l'homme n'arrive pas à apprendre finalement. C'est-à-dire que l'histoire se répète, alors avec des nuances, des variables, etc. Mais en gros, c'est la même histoire qui se rejoue avec à chaque fois, ça n'est jamais monofactoriel, hein, il y a toujours d'autres choses. Mais il y a des constantes, et cette constante de la relation de l'homme à son environnement est assez frappante. L'homme qui n'arrive pas à comprendre que la nature, ça n'est pas un objet, c'est un sujet. Dont il fait partie d'un tout qui le dépasse, il en fait partie, mais c'est un sujet. Et on ne négocie pas avec la nature. Essayer de négocier avec un orage, avec une inondation, non, on ne parle pas à une inondation, on ne parle pas à un tremblement de terre. Et donc, ce manque d'humilité absolue et de capacité de s'adapter à son environnement, plutôt que de demander à l'environnement de s'adapter aux projets humains, c'est quand même assez frappant. Mais après, alors dans ce cas-là, on se dit, bon, bah, très bien, on est donc à la fin de notre civilisation, ce que d'ailleurs je pense. Mais la grosse différence entre les Romains, les Pasquans, les Khmers, etc., et nous, c'est qu'eux ne savaient pas, et nous savons. C'est ça. Et ça, c'est très troublant. C'est-à-dire qu'on a là le point décisif, on a le point de bascule. C'est notre connaissance. Notre connaissance du rôle, de l'importance de la biodiversité, de la vitesse du changement climatique, des limites planétaires, etc. etc. Pour la première fois de l'histoire de l'humanité a le choix. Elle avait le choix aussi, mais c'était un choix non conscient, c'était un choix passif. Là, on a un choix qui est, on peut finalement choisir aujourd'hui la civilisation d'après. Absolument. Et curieusement, on n'a pas envie de ce choix. C'est ça qui est frappant. C'est qu'on est accroché à ce qu'on a, et il n'y a aucun désir, il n'y a aucun désir. Si, il y en a, mais il n'est pas suffisamment puissant et partagé de créer cet après qui tiendra compte de nos connaissances, c'est-à-dire de 2000 ans d'histoire, et même plus, on s'en rend compte aujourd'hui, et qui, à partir de ces connaissances, va pouvoir construire quelque chose qui fasse de la nature, qui redonne à la nature sa place, et qui nous permette de vivre dans un équilibre aussi harmonieux que possible avec elle. Dans elle, d'ailleurs, c'est pas avec, c'est dans, puisqu'elle nous dépasse. La nature nous survivra, c'est ça qu'on a du mal à comprendre aussi, mais la planète nous survivra. Et donc, ça me trouble. Et donc aujourd'hui, ma recherche, c'est comment est-ce que on donne envie aux gens de se saisir de leur histoire, finalement. J'ai pas de réponse, j'ai pas de solution. En revanche, j'ai une expérience personnelle qui facilite, ou plutôt qui parfois m'aide dans cette réflexion-là. C'est une expérience tout à fait intime, mais je me dis qu'il y a certainement des choses qui peuvent servir, aider à réfléchir.
Cette expérience, c'est celle du deuil. C'est-à-dire que, donc, il y a quelques années, j'ai perdu mon mari de manière extrêmement brutale. C'est-à-dire qu'il y a la seconde d'avant, la seconde d'après, hein. On n'était pas, à la fin d'une longue maladie ou quoi que ce soit. Mes enfants avaient à l'époque, 4, 5 et 8 ans, qui étaient 9 ans, extrêmement jeunes. Mon mari, c'était 80 de nos revenus. On travaillait ensemble. C'était à la fois le père de mes enfants, mon meilleur ami, mon compagnon, l'amour de ma vie, le chef de famille, et cetera. Enfin, on avait toute une construction familiale, un équilibre, un écosystème, dont il était un élément absolument essentiel. Et voilà qu'il disparaît. Et donc le monde s'effondre. Donc je peux dire que j'ai déjà vécu finalement l'effondrement. Parce que c'est vraiment au point d'ailleurs que sur le moment, moi je n'ai qu'une envie, c'est de disparaître avec lui. Parce que je ne pense pas possible à ce moment-là de surmonter. Quand on perd à la fois, ses ressources, une part de son identité, parce qu'un couple, c'est aussi, ça peut participer d'une identité, le soutien familial, et cetera. Bon, et puis la vie est ainsi faite que, bah, non, j'allais pas partir, et a fortiori avec 3 enfants. Et donc à ce moment-là, aussitôt, j'ai été dans l'urgence de reconstruire un autre écosystème. Je dis l'urgence parce qu'il y avait 3 enfants et que j'avais pas d'autres soutiens. Bon, donc dans l'urgence de reconduire un écosystème dans lequel on puisse fonctionner et qui permette à mes enfants enfin qui nous permette à tous les 4 de il fallait reconstruire notre civilisation finalement. Et elle ne pouvait pas être la même puisqu'on n'avait pas les mêmes revenus, c'était pas les mêmes ingrédients. Il fallait qu'on change de lieu de vie. J'habitais à la campagne, vous savez que avec 3 enfants à la campagne, on devient taxi en fait. Et quand on est 2, on peut partager le rôle de taxi, mais quand on est seul, là, ça devient un job à plein temps. Donc c'était pas pensable. De toute façon, nous étions locataires d'une maison où je n'avais plus les moyens, et cetera, et cetera. Et puis professionnellement aussi, c'est qu'on menait notre boîte à 2 ensemble. Tout d'un coup, je me retrouve seule à gérer cette boîte. Enfin bon. Et ce qu'on apprend à ce moment-là, d'abord, on découvre l'incroyable force qu'on est capable de déployer à partir du moment où ça devient vital. Donc ça, c'est extraordinaire. Je dis pas que c'est facile. Je dis, on est étonné parfois soi-même, et je pense qu'on a ces ressources-là collectivement. L'intelligence collective est une ressource qu'on sous-utilise aujourd'hui, mais qui nous donne une force, une puissance phénoménale. Voilà. Eh bien, cette intelligence collective, moi, je l'ai mis aussi en œuvre finalement avec mes enfants. Que je les ai mis à contribution. C'est quelque chose, je n'ai pas bâti toute seule ce nouvel équilibre familial, cet écosystème familial. On l'a reconstruit à plusieurs, avec des moments très durs, très tendus, parce qu'on ne voulait pas forcément la même chose, etc. Mais il a bien fallu le composer. Et donc, le premier enseignement, c'est ces forces qu'on n'utilise pas suffisamment parce qu'on ne va pas les solliciter, et tout d'un coup, les événements nous permettent nous amènent à les solliciter, et on en découvre la puissance. Ça, c'est quand même la bonne nouvelle parce que ça, on l'a. La deuxième découverte, c'est que, comme je suppose beaucoup de gens qui ont vécu cette expérience, à ce moment-là, on découvre que dans son entourage, des personnes qu'on croyait proches, solides, etc., disparaissent, mais en revanche que d'autres apparaissent, qui sont là et qui nous aident, etc. Et ça aussi, c'est quelque chose qu'on peut élargir collectivement, c'est-à-dire que finalement, les compositions sociales, politiques qui sont celles d'aujourd'hui, elles peuvent bouger, elles peuvent évoluer et se recomposer de manière extrêmement intéressante, parce que les événements vont provoquer cette recomposition. Et on peut se regrouper entre. Il y a d'autres formes de. Alors c'est pas les mêmes moteurs parfois. On s'associe pas pour les mêmes choses, on se regroupe pas, on se retrouve pas pour les mêmes choses de la même manière. Mais il n'empêche qu'il y a des systèmes d'entraide, il y a des systèmes de solidarité, d'accompagnement qui apparaissent. La troisième chose, c'est l'expérimentation. C'est-à-dire qu'à un moment donné, dans la mesure où ce qui existait avant n'est plus possible, eh bien, il faut tenter autre chose. Et donc, il faut essayer. Et globalement,
l'homme est très conservateur. Il n'aime pas renoncer à quelque chose dont il pense que ça lui va très bien, pour quelque chose, qu'il ne connaît pas et dont il ne sait pas s'il y trouvera autant de plaisir. Bon, ça, c'est la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Quand un deuil arrive, quand vous perdez, vous n'avez pas le choix. Donc, vous êtes dans l'expérimentation forcée. Et là, waouh, c'est génial parce qu'on découvre des nouvelles choses et qui sont finalement formidables. Je n'ai plus de voiture, on a déménagé, enfin, je ne vis plus à la campagne, etc. Donc, on a changé de régime alimentaire et on a tout changé, en fait. Et c'est quelque chose que je n'aurais jamais découvert autrement, si la vie ne m'y avait pas finalement un peu poussée, même fortement poussée, et où je découvre que j'y trouve beaucoup de plaisir. Alors, c'est pas les mêmes plaisirs qu'avant, mais ce sont des plaisirs aussi. Et pourquoi est-ce que la vie serait linéaire? Pourquoi est-ce qu'on pourrait pas mettre 2 vies, 3 vies dans une seule finalement? Et ça, c'est génial parce que je me dis: «J'ai vécu plusieurs vies». Il y a eu cette vie extraordinaire avec mon mari, puis il y a cette nouvelle vie, cette nouvelle étape, qui m'a permis d'explorer, de vivre des choses que je n'aurais jamais vécues autrement. Donc c'est accepter ce possible-là. Ça, c'est quelque chose qui est difficile quand on n'y est pas contraint, je pense. Donc là, il y a comment est-ce que collectivement, on amène les gens à faire une forme de deuil pour leur donner envie ou la force en tout cas d'essayer autre chose? Moi, j'avais pas le choix. Est-ce que c'est dans des récits, bon, hem et puis après, il y a aussi la quatrième chose, c'est heu, accepter une forme d'errance, une forme de douleur aussi, parce qu'elle m'accompagne toujours. Mais elle fait partie de moi, elle fait partie de notre histoire et d'une certaine manière, c'est celle qui m'a amenée, par exemple, vers le beau. Quand je doute et cetera, je vais aller chercher de la musique, je vais aller chercher, de l'art. C'est-à-dire que je vais aller me nourrir de ce que l'homme a fait de mieux. Et ça, c'est le deuil aussi qui m'a amenée à vraiment me replonger dans certaines œuvres musicales, à aller revoir des peintures et cetera ou aller visiter des villes, l'architecture italienne et cetera, hem et me dire: «Ah! Mais on est capable aussi de ça. Donc l'homme est capable du meilleur». Voilà et heu et donc se ressourcer avec ça et voilà et tout ça, finalement, vous voyez, de cet accident de la vie, m'est venue toute cette pensée-là et qui me fait dire que, ben, non, il faut surtout pas, même dans le pire, dans le moment, épouvantable que nous vivons, enfin, moi, je pense qu'on vit bien sûr qu'il y a des choses formidables en termes d'innovation, de créativité, je rencontre plein de jeunes qui sont d'une force, d'une énergie incroyable et qui me rassurent, hein, enfin mais quand même globalement, si on fait si on regarde comment on dit en anglais, la big picture, on est quand même assez consterné de voir que à chaque fois qu'on a le choix entre le meilleur et le pire, on a quand même, en ce moment, une légère tendance à choisir le pire. C'est très troublant. Et y compris au niveau politique, et surtout à oublier ce que c'est que l'intérêt général, oublier ce que c'est que le bien commun, à privilégier systématiquement l'intérêt particulier, à privilégier systématiquement le court terme. C'est quand même, et à dénigrer la science, comme vous le disiez, aussi à écarter le signaux faible à partir du moment où il ne valide pas heu, notre propre système de pensée. Enfin, tout ça est vraiment déroutant. Mais une manière de surmonter tout ça, c'est de se réemparer de son propre devenir, comme on le fait après un deuil et d'être dans l'action. Et de ne pas chercher tout le temps le résultat, c'est-à-dire d'être dans l'action expérimentation et pas forcément dans l'action efficacité. Voilà et là, on redevient vivant, on redevient acteur et puis, et surtout on est aligné parce que ça a une autre force. C'est être toujours aligné, aligner sa pensée, son mode de vie, son action parce que sinon, la charge mentale de ne pas l'être est extrêmement pénible en fait. Extrêmement, ça épuise. Ça épuise de savoir quelque chose et de faire autre chose, par exemple. C'est épuisant et donc l'alignement, en fait, il repose, il réconforte, pour moi, c'est quelque chose d'assez important aussi.
Alors après, tout ça, c'est très théorique, tel que je vous le dis, mais ça se vit dans le quotidien et ça se vit professionnellement, hein. Ça veut dire faire des choix, faire des renoncements, s'autosaisir de certaines problématiques, pour les creuser, et cetera, et cetera. Et puis partager, échanger, et accepter, avoir une attitude extrêmement humble, hem, dans, dans son action. C'est ce que je disais, c'est l'action expérimentation, pas l'action efficacité, même si bien sûr on a tous envie d'être efficace. Mais, mais cette recherche absolue d'efficacité, euh, elle est, euh, elle nous a fourvoyé déjà plusieurs fois. Donc il est important aussi d'être humble, tout simplement. Alors, quand vous dites ça, ça m'évoque plusieurs choses. D'abord, la question euh, de comprendre que on est dans un moment de l'histoire où on est encore malheureusement trop peu nombreux pour porter la suite. Donc, on est bien parti pour pas gagner à court terme. Surtout qu'on n'a pas les moyens. Enfin, il y a plusieurs causes à ça, hein. C'est comme vous disiez, notamment, je vais pas toutes les énumérer parce que c'est pas le sujet que moi je fasse ma conférence, c'est pas le sujet. Mais en gros, on n'a pas les moyens, financiers pour porter, nos alternatives. Ça, c'est quand même aussi un gros souci, c'est que tous ceux qui ont l'argent le mettent pour entretenir le système, majoritairement, ou en faire, une dystopie. Et ceux qui sont porteurs d'autres choses ont en général très peu de moyens. Bon, donc ça c'est alors ils sont pas assez nombreux et ils n'ont pas complètement les moyens. Bien. Donc on pourrait effectivement avoir tous les signaux de découragement, mais si on prend du recul, si on regarde la global picture comme vous dites, on se dit: «Oui, on a déjà vu ça. On sait que dans le pire, l'essentiel c'est de bien, préparer le terreau et mettre des graines». Et donc on peut avoir cette humilité, pour rejoindre ce propos-là, de se dire: «On va sans doute pas gagner, dans les X années, peut-être même pas de notre vivant», ça on n'en sait rien sur ce continuum-là, parce que quand même les choses vont très, très vite, donc on ne sait pas, on peut avoir plein de basculements. Vous avez mis le curseur en 90, on est en 2024, on voit le nombre de cycles qu'il y a eu déjà depuis ce moment-là et on peut mettre toute sa force et son énergie dans ces graines-là et à les relier. Ce que vous me dites, moi j'ai souvent utilisé l'image de la forêt de bébé chêne. C'est-à-dire que à la fin de l'été, on a tous les glands qui se mettent à pousser et ça fait partout des petites pousses de chêne. Si tout le monde poussait, on aurait des chênes partout, on a la sélection et cetera et cetera. Mais je pense qu'aujourd'hui, on est vraiment dans la capacité à semer tous ces glands, à semer ces bébés chênes et toute la question est comme vous le soulignez, de travailler ensemble pour créer, j'appelle ça des attracteurs étranges. C'est-à-dire qu'est-ce qui va cristalliser que ce sont tel ou tel bébé chêne qui vont pousser? Et donc j'ai changé de végétal. Je dirais que même si ce n'est pas mon ami, le bambou, compte tenu des dégâts qu'il fait sur un sol, mais voilà, il faudrait qu'on arrive à créer ce rhizome de bambou et être dans cette construction-là. On sait que c'est à peu près 4-5 ans, de tissage des racines avant que les bambous, sortent, de terre. Et je pense que si on est dans cette humilité de dire: «On aura fait notre part et on aura mis toutes les graines possibles et interreliées pour permettre quand la phase intermédiaire, qui va tout casser, aura fini de tout casser, il y aura quelque chose qui aura été, pensé, élaboré, testé». Et ça me semble vraiment revigorant. Et un autre point pour vous redonner la parole, quand vous disiez: «On cherche pas forcément à être efficace», mais effectivement à être actif, à faire un truc qui a l'air de fonctionner. On ne sait pas encore si on peut le dupliquer, s'il est super efficace, mais c'est un machin qui marche. On a planté un gland et ça fait un bébé arbre. Donc je pense que ce que vous partagez là, en plus éclairé de votre propre résilience personnelle, je pense que c'est essentiel. Si on s'attache à se dire: «Nous sommes à la taille d'une petite graine dans le terreau et on a cette force extraordinaire je continue mes analogies végétales, des premières, pousses qui sortent de la neige», il faut une force phénoménale à ce moment-là. À ce moment-là de fin janvier, début février où vous avez comme ça des fleurs
qui casse la terre, qui casse la neige et qui apportent leur touche de couleur sur ce grand blanc. Bah, voilà, je pense que c'est de ça qu'il faut s'emparer et peut-être qu'une des premières reliances, vous parliez d'entraide et de solidarité et de recomposition du réseau humain, je pense que cette force, elle peut être déjà partagée. Il y a une solidarité, une entraide du partage de ces forces qui nous renourrissent et nous redonnent l'élan d'aller un cran plus loin. Je vous redonne la parole avec cette brassée de commentaires. Ça m'inspire au moins 2 choses. Heu, la première, c'est, on est arrivé à un stade, heu, ultime, j'allais dire, peut-être pas ultime parce que parce que l'histoire n'est pas terminée, mais un stade extrêmement avancé de globalisation, y compris parfois à l'échelle de certaines personnes. Je lisais hier, le niveau de dépendance des affaires mondiales à Elon Musk, vertigineux, mais vertigineux. C'est-à-dire que, les États-Unis, nos infrastructures, même, le déroulé de la guerre en Ukraine et cetera, sont liés, aux décisions d'Elon Musk. C'est complètement, absolument incroyable. Donc c'est ça que j'appelle une forme de globalisation et de polarisation, hem, qui est à un niveau, je pense, qui n'avait jamais été égalé auparavant dans l'histoire, sans doute inédit dans l'histoire. D'où l'importance de, pour l'effet balancier, de repasser à l'ultra local. On n'a pas le choix. C'est en retissant effectivement au niveau local du lien, de l'expérimentation, de l'équilibre. C'est en recomprenant notre environnement, d'abord parce que l'action à l'échelle locale, elle produit des résultats. Et donc c'est beaucoup plus gratifiant. Parce qu'il y a aussi quelque chose, j'ai oublié de le mentionner, mais qui est très ingrat quand on travaille sur des questions en particulier écologiques, c'est que le résultat de notre action climatique, de mon engagement climatique, je ne le verrai jamais. Parce qu'on est sur des inerties de un siècle à peu près. Alors que pour la biodiversité, bien heureusement, c'est un peu différent parce qu'on a des écosystèmes locaux qui ont une résilience d'ailleurs assez géniale et qu'on peut voir évoluer à l'échelle de son temps d'action. L'intelligence collective, elle est beaucoup plus facile à mettre en œuvre à l'échelle locale, etc., etc. Donc en fait, l'action locale, elle est plusieurs fois vertueuse. D'abord, elle crée du lien. Ensuite, elle est impactante, elle est efficace, et puis elle fait office de rhizome, c'est dont vous parliez. Et c'est l'expérimentation qui, si elle est réussie, en inspirera d'autres et peut recréer. Donc je crois fondamentalement à l'action locale, et qui nous amène vers l'humilité, qui nous ramène à nouveau vers l'humilité. C'est-à-dire que c'est vrai que, et ça c'est un péché d'orgueil de l'homme blanc, si je puis dire, c'est son universalisme, sa tentation d'universalisme. Et qui s'entend, hein, historiquement, intellectuellement, tout ça s'entend, mais dont l'effet balancier, enfin, on peut questionner sur l'impact, alors que l'humilité de l'action locale, c'est que je ne cherche pas à convaincre les autres, je cherche à, transformer ce que je peux faire à mon échelle avec mes congénères là où je suis. Eh bien, finalement, c'est très puissant aussi. On part du local et en espérant que peut-être la réussite permettra d'en inspirer d'autres et de massifier l'expérience. Donc ça, c'est la première chose que, en vous écoutant, je pense que, et je le vois à travers mon expérience du GIEC et donc là, qui m'amène à rencontrer des collectivités. Il y a en plus, par ailleurs, une forme de lassitude du top-down, c'est-à-dire de l'action, de l'injonction du haut donnée par le gouvernement, qui serait applicable de manière similaire partout. Et ça, il y a une vraie lassitude, il y a une vraie fatigue, je pense, de beaucoup de collectivités, et de droite ou de gauche. C'est pas ça la question. La question, c'est retrouver un espace d'action qui soit ajusté à la culture, à l'histoire, au climat local. Absolument.
Donc ça me paraît, et c'est une forme de réinvention de la politique aussi d'agir comme ça. Donc ça me paraît très intéressant à explorer et à pousser. Et je pense que c'est on le voit d'ailleurs, il y a une vraie demande aussi, une demande citoyenne d'être acteur chez soi. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Retrouver finalement aussi une forme d'identité. Je ne sais pas si c'est régional, local, mais enfin, sa propre histoire, son propre chemin, se réinscrire dans quelque chose là où la mondialisation finalement nous a nivelé cette histoire. Il faut remettre de la granularité et pour s'y trouver bien, quoi. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose pour laquelle le local me paraît important, et je reviens à l'idée de l'universalisme, c'est qu'on voit bien aujourd'hui, avec l'émergence de nouvelles puissances économiques, et je pense en particulier à la Chine, mais aussi à l'Inde, qui est en devenir, et pour avoir vécu longtemps en Asie, quelle erreur les Européens, enfin je mets les Américains dans le lot, enfin les Européens au sens historique du terme, ont fait en pensant qu'ils savaient pour le reste du monde. Mais quelle erreur! Parce qu'aujourd'hui, on en paye tellement, on paye ce prix tellement cher. On le paye à Gaza, on le paye en Ukraine, on le paye dans plein d'endroits du monde. Enfin, il faut laisser. Il n'y a pas une solution. Je ne crois pas. Je ne crois plus à cette solution. Je pense qu'il faut faire émerger cette conscience, mais elle n'émergera pas, elle n'évoluera pas de la même façon dans un village chinois, en Corrèze ou au fin fond du Texas. Eh bien, c'est pas grave. Je vois pas où elle. Enfin, moi personnellement, ça ne me dérange pas. Mais ce qui est important, c'est que finalement, c'est un humanisme relatif que vous dites. C'est-à-dire que je crois fondamentalement que les hommes, aux droits humains, etc. Mais je ne crois plus au fait de l'imposer comme une valeur, parce que l'effet balancier est terrible finalement. Et ça a fabriqué même des revanches à prendre, etc. Donc il faut fabriquer des terreaux plutôt que fabriquer les solutions finalement. Il faut faciliter les terreaux de telle manière à ce que les gens redécouvrent tout ça par eux-mêmes, je pense, plutôt que de leur dire c'est comme ça. Voilà, là encore, c'est un peu théorique ce que je dis, mais le pouvoir, la capacité des communautés et de l'intelligence collective à faire le mieux pour elles-mêmes, c'est immense. Moi, par exemple, je parlais tout à l'heure de l'intérêt général. Vous avez deux façons. Soit vous l'imposez et vous dites, voilà, l'objectif, ça va être ça. Et après, il faut négocier les solutions. Et chacun va arriver avec son propre intérêt à défendre et à dire, très bien, pour aller à cette solution, oui, mais moi, j'ai ça, moi, je ne renonce pas à ça, etc. Ou alors, il y a une autre méthode qui dit, bon, maintenant, on va définir ensemble ce que c'est que l'intérêt général, qui n'est pas le même en plus à l'échelle d'une commune, à l'échelle d'une région, à l'échelle d'un État et à l'échelle du monde. Donc, c'est pas une valeur en soi, l'intérêt général. C'est quelque chose qui se renouvelle et qui se définit, redéfinit en permanence. Mais si on le construit ensemble, si on le définit ensemble, à partir du moment où on va être d'accord sur ce à quoi il ressemble, les contours l'essence de l'intérêt général, eh bien, on change complètement de positionnement pour trouver les solutions, les voies qui nous permettent de le défendre et de le préserver. Et là, on repart une fois de plus de local. C'est-à-dire qu'on est, et bien sûr qu'il y a des choses qui ne peuvent être pensées, planifiées qu'à l'échelle globale ou à l'échelle nationale, etc. On ne planifie pas des infrastructures à l'échelle locale, c'est pas vrai, etc. Donc après, il y a tout un travail d'organisation. Mais c'est revaloriser cette dynamique locale, cette expérience locale pour semer, pour réhumaniser, resolidariser, expérimenter, redonner réempouvoirer, enfin je ne sais pas comment on dit en français, mais redonner,
c'est horrible ce terme, mais redonner Redonner de la puissance, en fait. oui, ou du pouvoir, tout simplement, de la Mmh. capacité d'action aux gens. En tout cas, réduire ce sentiment d'impuissance qu'ils ont face à un système qui les dépasse. Donc, redonner du sens à leur action. Et ça me paraît absolument essentiel pour qu'ils aient à nouveau le désir, enfin, pour qu'ils trouvent le désir de construire autre chose, cette fameuse civilisation qu'il faut inventer maintenant. En tout cas, c'est exactement, ce qui a pu être dit et ce que j'ai entendu également, que face à la complexité du monde et encore là, je fais état de propos que j'avais recueillis il y a longtemps, donc je vous dis pas ce que ça serait aujourd'hui. Face à la complexité, c'est le sentiment d'impuissance et donc comme c'est ce sentiment-là, bah, donc on fait rien. Donc c'est effectivement ce que vous avez dit est essentiel, c'est redonner, enfin fabriquer ce terreau qui va redonner l'envie aux gens de se mobiliser. Et en effet, l'erreur, je suis absolument d'accord avec vous, l'erreur, ça a été cet universalisme imposé. Et le danger maintenant, c'est qu'effectivement, il est du coup rejeté dans sa globalité, c'est-à-dire à la fois le contenu, ses valeurs et la manière dont il a été véhiculé. Alors qu'en effet, si on fait retravailler les gens dans leur terreau, pour reprendre votre image, et dans leur local, on redonne le désir, on redonne la puissance et la créativité se déploie et effectivement des tas de petites solutions peuvent émerger. Et après, bah, il y a d'autres types d'acteurs qui peuvent les, les rendre visibles, les rendre partageables, etc., etc. Mais ça, je pense que c'est une autre force, effectivement. Et là, on a un autre petit souci, c'est que, et toujours la même dynamique hein, de ce système monstre que vous montriez, dès l'instant qu'on sort une jolie pépite, souvent, il y a des composants du système qui le reprennent. Donc aujourd'hui, l'intelligence collective, c'est pour ça que je ne suis pas toujours enthousiaste quand on me sollicite là-dessus, parce que pour moi, ça a toujours été un moyen pour quelque chose. Et là, des gens s'en emparent en faisant que beaucoup d'organisations ne veulent plus jamais voir et entendre, à savoir des solutions post-it. Il s'agit de revenir là aussi sur le fond. Vous l'avez employé assez rapidement ce mot-là, c'est redonner le goût de l'entraide, redonner l'appétit pour l'altérité, poser les conditions fondamentales de la coopération. Vous voyez, c'est d'une grande densité, d'une grande complexité et ça ne se résume pas avec 3 post-it et 4 trucs. Donc il y a ça aussi, c'est comment, vraiment aussi travailler au corps les belles conditions de coopération qui vont permettre de beaux fruits. Sinon, on peut aussi dégoûter les gens parce qu'ils vont avoir essayé de faire de la démocratie participative, et cetera, et cetera. Et en fait, si c'est récupéré à nouveau par du top-down ou du pouvoir ou autre chose, ça va éreinter les gens à avoir essayé pour rien. Sur ce point-là, j'ai malheureusement pas d'inspiration pour proposer ou donner des pistes de solutions, quoi, ou de réflexion en tout cas. Non, mais ça, c'est Mais pas grave ouais. parce que ça, c'est plutôt mon champ, donc c'est pas grave, on pourra en rediscuter une autre fois. Par contre, ce que je vais me proposer de faire, enfin, c'était plutôt un rebond pour dire soyons vigilants à ça et voyons comment on peut s'y prendre pour réaliser avec succès ces terreaux fertiles. Ce que je vais vous proposer peut-être, c'est d'aller vers la conclusion et de réfléchir aux mots-clés, aux messages clés que vous auriez envie de partager à l'auditoire. Qu'est-ce que vous aimeriez partager comme fruit de votre réflexion du moment et de cet échange en particulier? Moi, j'ai des mots-clés qui me viennent comme ça, mais certainement la liberté. Je pense que chacun de retrouver sa liberté. On croit qu'on est dans un monde de liberté et je pense qu'on n'a jamais été aussi peu libre, jamais, je sais pas, mais on est en fait, en réalité, je suis étonnée de voir le niveau d'autocensure et de peur qui aujourd'hui limite les échanges, les débats, les expérimentations. Quand je repense effectivement il n'y a pas très longtemps, je voyais un documentaire précisément sur ce qu'était la liberté de ton et dans les années 90, toujours pareil. Je suis étonnée de voir à quel point aujourd'hui nous sommes dans un... On rigolait à l'époque du politiquement correct qui se développait aux États-Unis. Bah, nous, on est à l'abri de ça, au moins on est dans une société où... Et en réalité, aujourd'hui, on est quand même... oui, c'est ça, on est... la liberté de... Alors, la liberté de ton, ça ne veut pas dire l'irrespect. Une fois de Ah, on est bien plus, hein. d'accord.
hein. On est bien d'accord. Mais le fait de penser autrement, aujourd'hui on attaque des personnes, enfin moi je ressens très, très facilement, je fais des interventions aussi d'ailleurs, ou quand j'assiste à des interventions, c'est qu'au lieu d'attaquer les idées, on attaque les personnes. Euh, Mhm. Il y a des scientifiques qui font des dépressions tellement ils sont attaqués euh, parce qu'on les traite, on les qualifie de militants, d'idéologues, là où ils ne font qu'aligner des faits et d'objectiver des situations. Et ça me trouble beaucoup. Donc il faut vraiment continuer, ne pas croire que la bataille pour nos libertés, elle est gagnée. Au contraire. Au Ah non, contraire. alors, il faut s'y remettre là, sérieusement. Et donc Mm. ça, c'est quelque chose, parce qu'on pense, le climat, les femmes, etc. Et la liberté, attention, la liberté de penser, c'est quelque chose qui me paraît, et d'agir, qui aujourd'hui est en réalité très, très fragile. Et il suffit pas de modifier un article de la Constitution pour penser qu'on a gagné une bataille, par exemple, sur l'avortement, des choses comme ça. Donc il faut vraiment être très vigilant là-dessus. Surtout que les outils de contrôle, eux, se développent Mm. à une vitesse tout à fait vertigineuse. Euh, Ensuite, profiter de chaque moment. C'est tellement idiot, mais de dire ça dans un podcast, mais euh, parce que je trouve ça tellement difficile. Enfin, en tout cas, dans ma culture, il fallait toujours bâtir la suite, penser la suite, etc. Et, euh, et finalement, on se rend compte que les graines, elles se sèment aussi parce qu'on sait faire fructifier le présent, on sait l'observer. Bon. Donc, ça me paraît. Dans une période comme celle que nous vivons, si on ne capitalise pas chaque moment, on s'épuise. Et si on s'épuise, on ne peut plus agir. Donc, il est extrêmement important de prendre soin du présent pour surtout ne pas s'épuiser et garder sa capacité d'action. Mm. Et quand je vous parle là, je me parle aussi à moi-même parce que c'est quelque chose qui peut, on est tous différents, mais qui pour moi est compliqué. Donc, c'est important. Et puis, une fois de plus, hein, le meilleur moyen de ne pas déprimer, c'est d'agir, c'est s'engager, c'est la voie du partage, c'est la voie de l'échange, c'est l'engagement partagé avec d'autres. C'est ça qui nous récompense aussi. Ça peut donner du sens. Enfin, ça a tellement de vertus. Euh, donc voilà, agir, s'engager. Euh, je pense que c'est la bonne solution pour. Enfin, c'est un très bon moyen plutôt de ne pas sombrer avec, avec l'environnement et ses évolutions. Bah, écoutez, je vous remercie pour ces 4 grandes pépites. Donc la liberté, l'instant présent, l'agir et l'engagement. Donc merci beaucoup pour ces éléments clés, pour ce rappel. Merci pour ce partage qui était aussi bien puissant que matiné de force de résilience. Donc merci beaucoup pour ça, comme quoi les doutes et les difficultés peuvent faire émerger des merveilles. Merci à vous.